Oui, il faut faire une reco à la fin. T'as pas oublié ça, Yannick? Pardon? Il faut faire une reco à la fin, tu sais. Le running gag pendant 3 ans. Ouais, 3 ans du même running gag. Bah, Ex Machina, hop, voilà. J'ai même pas réfléchi à ce que j'allais dire, donc une reco si tu veux. Parce que je m'en bats les couilles de plus en plus. Ouais, je sais. De tout, c'est ça, tu vois. Bien, C'est juste... bien. Il en a plus rien à foutre. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'aime rien tant que lorsque le ciné justement lui propose d'importer un peu d'étrangeté, d'ailleurs de mystère dans les paysages qu'il connaît bien, ceux de notre bonne vieille terre. Cette irruption de forces inconnues dans notre monde, c'est un thème classique du cinéma de science-fiction et c'est également le cœur de la nouvelle production que propose en ce moment Netflix, Annihilation d'Alex Garland avec Nathalie Portman en tête d'affiche dans vos téléviseurs. Et pour disséquer cette nouvelle tentative du géant de la SVOD dans le monde jusqu'ici très clos du 7e art, un duo d'explorateurs sans peur ni reproche réunis ici autour de la table à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Et Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. C'est nos ciné, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Annihilation, donc, c'est l'histoire de Lena, alias Nathalie Portman, vous l'avez compris, biologiste et ancienne membre de l'armée américaine, embarquée dans une zone sinistrée de Shimmer, le long des côtes américaines, zone en quarantaine, peuplée de mutations végétales et animales, où son mari, Kane, joué par Oscar Isaac, a disparu avec une poignée d'autres courageux. Elle va se retrouver confrontée à toutes sortes de dangers, aussi bien pour son intégrité physique que mentale. I need to know what's inside. I could save him. Et derrière la caméra, on l'a dit, c'est Alex Garland, réalisateur d'Ex Machina, scénariste pour Danny Boyle, notamment pour 28 jours plus tard, et Sunshine, tous les deux adaptés de ses romans, tout comme l'était La plage du même Danny Boyle. Cette Annihilation vous a-t-elle convaincu, chers amis? Anaïs? Moi, oui. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous savez, c'est autorisé. Oui. C'est autorisé. Dis-nous pourquoi. J'avais vraiment des attentes assez élevées parce que j'avais beaucoup aimé Ex Machina, donc Son premier film, je pense qu'il faut admettre que c'est moins bien, je pense. Mais moi, c'est extrêmement ma came en fait. Donc, en gros, même si c'est loin d'être parfait, il y a tout ce qu'il faut pour que je sois heureuse. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un film dans lequel tout le monde peut trouver son compte, je pense. Si tu veux interpréter ça, essayer d'aller chercher très très loin le sens profond, caché, machin, un peu métaphysique, tu peux. Si tu veux juste du divertissement, tu peux trouver ça aussi. Si tu veux juste des beaux décors, tu peux trouver ça aussi. Si tu veux un casting cool, tu peux trouver ça aussi. Donc en fait, tout le monde peut y trouver son compte. Personnellement, il y a beaucoup de gens qui sont partis très loin dans l'exploration de ce que ça voulait dire, etc. C'est le genre de film qui se finit et tu comprends pas très bien ce qui s'est passé. Mais je trouve que ça fonctionne très bien, en fait. J'ai bien apprécié le fait que, justement, il essaye pas trop d'expliquer ce qu'il veut dire ou de surexpliquer ce qu'il veut dire. Et voilà, après, visuellement, moi, j'ai adoré. Les décors sont incroyable. J'ai beaucoup aimé la progression en fait où ça démarre avec quelques fleurs un peu chelous quand ils arrivent dans le shimmer et en fait après ça se transforme en plantes qui ressemblent à des êtres humains et après ça se transforme en explosion sur le mur un peu organique, on sait pas très bien ce qui s'est passé et ça finit sur une plage qui ressemble un peu au désert de glace dans Barbarella, qui est trop belle, voilà, ça va vraiment crescendo dans la progression des décors et ça m'a beaucoup plu quoi. Visuellement c'est très très sympathique. Donc séduite par en tout cas l'univers visuel. Yannick un peu moins séduit. Ouais, moi je suis beaucoup moins séduit. Pour être honnête, mais je le rembarre pas d'un seul coup parce que d'abord j'aime bien Alex Garland, scénariste probablement plus que réalisateur, mais c'est un type que j'ai toujours trouvé intéressant. Et puis c'est un type surtout qui a un minimum d'ambition dans un univers où l'exigence est tellement arrivée au degré zéro aujourd'hui que, alors c'est ça aussi se traverse, c'est que dès qu'un film va un petit peu en dehors des rails et s'avère iconoclaste par rapport à la norme, on a tendance à monter ça en épingle et tout de suite trouver ça absolument brillant et génialissime. On parle souvent de Black Panther, mais tout d'un coup t'as l'impression que tout le monde a oublié qu'il y a eu la Blaxploitation dans les années 70. C'est un peu ce syndrome-là qu'il y a aujourd'hui, et même dans la façon dont tu le présentes, c'est presque plus la démarche de Netflix qui a l'air d'intéresser les gens que le film en lui-même,
quand bien même, évidemment, Netflix n'était pas impliqué du tout là-dedans et n'a fait que racheter un film que ses distributeurs ou producteurs, en tout cas, ne voulaient pas distribuer en salle sous prétexte qu'il était trop compliqué. Alors moi, ça me fait un petit peu marrer parce que le film n'est pas non plus d'une complexité monumentale, il faut quand même pas délirer. On est sur un canevas et je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, qui est très kiffant. C'est pas le problème. Moi, j'adore ce genre de film-là. J'adore ce genre de film où on est avec des personnages qui découvrent quelque chose de fantastique, de surnaturel, d'étrange, qu'on va petit à petit apprendre à essayer de comprendre. Le souci qui était fondamentalement le même sur la fin de Sunshine, c'est un problème d'écriture. C'est-à-dire que Garland est un mec hyper intéressant. Il pose des concepts intéressants. Il a des ambitions super intéressantes. On le voit très bien. Et c'est pas nouveau. Ça date pas d'Annihilation. Je veux dire, déjà des Sunshine, une espèce de délire métaphysique avec Kubrick en point d'orgue, tu vois, comme référence ultime. C'est quelque chose qu'il travaille et ça se voit. Et il a envie de toucher à ça. Il a envie de toucher à la symbolique métaphysique. Et c'est ce qu'il fait avec cette espèce de créature bizarre de la fin de Sunshine. Donc on comprend pas très bien non plus. Et on se dit, parce que forcément, tu sais, c'est compliqué d'avoir une opinion pour certains, donc on se dit tout de suite, ça doit être intelligent et ça doit être profond. La différence entre un film réellement intelligent et profond, c'est qu'il y a toujours quelques clés qui te permettent de comprendre l'allégorie ou de comprendre le symbole. Et surtout, des films qui ont cette vocation à traiter la métaphysique d'une manière ou d'une autre sont des films qui, finalement, parlent de l'homme, parlent de la condition humaine, reviennent sur les personnages. C'est quelque chose qui était relativement intéressant dans Sunshine, je finis là-dessus pour pas être trop lourdin, c'était quelque chose d'intéressant dans Sunshine, c'est quelque chose d'intéressant dans 28 jours plus tard, c'est quelque chose de fascinant dans un film dont on ne parle jamais, qu'il a écrit, qui était réalisé par Mark Romanek, qui s'appelle Never Let Me Go, qui est un très 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 beau film, probablement à mon avis le film le mieux écrit par Alex Garland. Mais dans celui-là, pourquoi je suis déçu, c'est pas tant pour l'imagerie que je trouvais être inégale. Par moments c'est bien fait, par moments ça l'est moins, mais c'est plutôt sympa à regarder, assez captivant, c'est pas le problème. Mais je trouve pas ça super bien écrit. C'est-à-dire que d'un côté, le cryptique de la fin est fouillis à tel point qu'on peut y plaquer ce qu'on veut, mais ça n'a pas une espèce d'exigence et de rigueur intellectuelle réelle ou en termes d'allégorie. Je sais pas, moi, tu vois, on entend des gens parler film sur la dépression, il y en a d'autres qui vont te dire film sur ci, film sur ça. Alors oui, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un truc. Mais est-ce que c'est ça l'interprétation, elle est bien. Il faut que chaque film puisse ouvrir l'interprétation, mais il faut quand même qu'elle ait des bases réflexives. Dans celui-là, je trouve que c'est genre, allez, je te mets n'importe quoi et démerde-toi avec mes symboles. Et ça, à la limite, je m'en fous, parce que peut-être je suis passé à côté de la compréhension et de l'analyse du film. Là où je suis pas passé à côté de la compréhension et de l'analyse du film, c'est qu'ils n'en fait rien par rapport à ces personnages. On a 4 femmes, dont on a une espèce de trauma fondateur explicité en 3 secondes 30 au début, et qui suffirait donc à les caractériser et à comprendre l'ampleur de leur parcours, en tout cas l'arc narratif de ce que ça signifie. C'est faux. Alors, outre le fait que on a une ressucée de séquences pompées sur The Thing de manière détournée, mais on voit bien où se situe l'inspiration, et dans le genre, comme dans la réflexion chez Kubrick, tout ça n'est pas harmonieux, tout ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas rebondir. Ces persos sont creux du début à la fin, donc ça ne me dit rien et sur son allégorie, et ça ne me dit rien sur l'humanité et sur ce qu'il a voulu faire passer. Donc je peux regarder ça, en tout cas moi, pendant 1 heure et quelques, je suis content parce qu'il y a un mystère, je sais pas ce que c'est, alors je regarde, c'est super, il y a des trucs bizarres, c'est rigolo, je suis dedans, puis au bout d'un moment j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Voilà. Il y a quand même un moment, que moi j'ai beaucoup aimé, qui est particulièrement incroyable, où il y a un ours une sorte d'ours bizarre avec un ours, voilà, parce que le principe du truc, c'est que l'ADN de tout ce qui se trouve à l'intérieur du Shimmer est modifié, donc voilà, il y a plein de choses un peu bizarres, et donc il y a notamment cet ours qui déjà a une apparence assez singulière, mais dont un bruit sort. Qui n'est pas un bruit que les ours sont censés faire. Et en fait, le moment où ce cri-là sort de la gueule de l'ours, moi personnellement, j'étais en train d'applaudir sur mon canapé, j'étais trop contente. C'est vraiment ma cam, tu vois. Je trouve ça sympa. Après, ça m'emmerde qu'on aille défendre un truc où cette scène-là, qui en soi fonctionne, c'est exactement la mécanique de The Thing. S'il y a bien une scène qui est entièrement reprise sur The Thing, c'est celle-là. Mais voilà, mais du coup, tu peux après. Mais c'est pas un problème. Il y a plein de choses tellement bien dedans. C'est genre, t'as du The Thing, t'as du Blair Witch, t'as du Alien, t'as du Barbarella, t'as genre tous les trucs cool en fait qui sont mélangés. Oui, mais ça, faut faire attention à ça, parce que maintenant, ça devient un argument de vente que de dire il y a du référentiel, c'est génial. Moi, le référentiel, je le veux à partir du moment où 1, il est digéré, 2, il sert en propos. Ok, que lui le digère correctement.
je suis d'accord avec toi. La scène, elle est intense, elle est sympa à regarder. Il y a plein de référentiels à The Thing et pas que. Moi, ça me dérange même pas qu'un mec, il ait la prétention de vouloir tacler 2000 ans de l'Odyssée de l'espace. J'ai pas de problème avec ça. C'est bien. Vas-y, mec, essaye d'arriver à ce niveau-là. C'est génial. C'est bien qu'il y ait des mecs qui essayent. C'est super ambitieux, quoi. C'est très bien. Maintenant, il faut qu'il y ait un propos derrière, il faut que ça me raconte quelque chose dont on soit pas intéressant. Et là, je trouve que de tous les Alex Garland, probablement, en termes de scénario, pour moi, c'est le plus faiblard et le plus creux. Je préfère de loin quand il va pas tacler ces sujets-là et qu'il te fait un Never Let Me Go, comme je l'ai dit, où au moins humainement, il y a une puissance évocatrice qui est hallucinante dans le film. Donc, moi, je respecte le mec, je serais très curieux de voir son prochain. On fait beaucoup de buzz parce que c'est Netflix. Franchement, c'est le plus mineur, vraiment, et de loin, à mon avis, des Alex Garland. Même si c'est vraiment dommage qu'on puisse pas le voir en salle, pour le coup. J'ai beau adorer Netflix, là, c'est quand même, et notamment pour les visuels, tu te dis que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir le voir. C'est vrai qu'il y a des choses très belles dedans. Alors, c'est marrant aussi, ça. Bon, c'est un détail, hein, moi, je m'en fous, hein, mais c'est quand même fait de briquer. Non, mais je veux dire, c'est fait. Non, je m'en fous dans le sens où. Je vais pas m'énerver dessus, mais il y a une espèce de, comment te dire, d'inégalité dans le traitement visuel aussi qui est assez bluffant. C'est-à-dire, t'as vraiment des passages qui sont très beaux et des messages qui sont tout dégueulasses où c'est fait de briques et de broc. Et où, moi, il y a eu des moments où j'avais l'impression d'être dans un gros, bon, je caricature, mais dans un bistre un peu de chipouille, quoi, tu vois. Donc c'est assez bizarre, mais j'aurais aimé le voir en grand écran, d'autant que Garland voulait le montrer en grand écran. Donc bon, voilà. Moi, j'ai vu le lendemain, j'étais au cinéma, j'ai vu la bande-annonce alors que je l'avais vu la veille sur mon petit projet et tout. Et franchement, j'étais un peu dégoûtée, quoi. Quand j'ai vu la bande-annonce en salle, je me suis dit, bon. Voilà. Je pense pas que ça changerait mon avis sur le fond, mais en tout cas, ça aurait donné sans doute une immersion peut-être un peu plus marquée, bien évidemment. Voilà. J'ai pas beaucoup plus à dire, moi. Non, ce sera pas, mais je sais que vos opinions ne seront pas réconciliables, mais bon, Anaïs, toi, t'as été quand même plus emporté par le côté surnaturel du film. Ouais, voilà, moi, c'est juste, je suis vraiment cliente de ça, donc en gros, je peux reconnaître que c'est pas parfait, mais c'était pile ce qu'il me fallait, en fait. J'étais super contente. Et j'adore le casting. Je suis pas particulièrement fan de Nathalie Portman, mais j'aime beaucoup Tessa Thompson qui arrive à faire quelque chose de très bien avec un petit rôle quand même, parce que c'est le rôle secondaire et elle arrive quand même à l'incarner d'une manière vraiment intéressante. C'est des actrices qu'on voit pas trop dans ces rôles-là. Gina Rodriguez, qui est connue un peu pour son rôle cucu dans Jane the Virgin, et qui est super butch et masculine, c'est vraiment intéressant. Et après, ce que tu disais sur la dépression, moi, je l'ai ressenti, je l'ai retrouvé dedans, donc c'est quelque chose une grille de lecture, on va dire, en plus que j'ai bien aimé, même si effectivement on peut y calquer ce qu'on veut. C'est assez large pour que tout le monde puisse y voir ce qu'il veut y voir, et c'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que il y a un moment où Nathalie Portman est littéralement écrasée par le poids de son propre reflet, et du coup il y a vraiment des moments comme ça. Je trouve que son personnage est pas très bien développé, je suis complètement d'accord, mais vraiment vers la fin on ressent un peu plus le poids et la violence de ce qu'elle a pu ressentir. Elle est assez lisse au début, et puis vers la fin on comprend quand même qu'elle est beaucoup moins lisse que ce qu'on pourrait penser. Il y a des petits twists aussi pour les gens qui aiment bien les twists, enfin il y a un peu de tout, quoi. À côté de ça, ce que j'entends, hein, comme on dit, on peut plaquer ce qu'on veut, sauf que ça aussi c'est le principe d'une œuvre allégorique et métaphysique. À partir du moment où elle cause de la condition humaine, la notion de reflet, la notion de souffrance à passer, la notion de... Je veux dire, tu peux y voir un délire sur la création aussi, après tout, tu vois, le film démarre avec une espèce de faisceau venu d'on ne sait où, qui transforme quelque chose. Bon, enfin, tu vois, moi c'est pareil, quand je vois Mother ou que je vois ça, je me dis, bon, les mecs, vous pouvez me faire Non, mais je caricature, mais c'est pas les mêmes films, rien à voir. Et effectivement, j'ai beaucoup plus d'énervement vis-à-vis d'un Aronofsky que d'un Garland, mais l'air de rien, les deux pêchent quand même par une forme de prétention à croire que leur mystique est ordonnée de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de suffisance dans l'intelligence prétendue du propos, là où des fois tu as besoin de beaucoup moins pour être beaucoup plus allégorique et beaucoup plus fort, ce que d'autres réalisateurs arrivent à faire. Et Garland est un mec que je trouvais jusqu'ici beaucoup plus subtil que ça. Et là, pour le coup, je me suis dit, c'est un peu fastoche, mec. Voilà, bon après, voilà. Tout n'est pas perdu. C'est qu'une question de ressenti, mais tout n'est pas désagréable. Et que c'est un bon divertissement. Si on rebondit sur vite fait Netflix, il est clair que de tout ce que nous farcit Netflix depuis un petit moment, en termes de films rachetés par la plateforme, bon, c'est un des plus corrects qu'on ait pu voir pour l'instant, même si on n'est pas au niveau de Okja ou de choses comme ça. Mais bon, mais après Bright, quoi, je veux dire. Mais le problème, c'est qu'après Bright, ils me mettent le nouveau Steven Seagal. Je trouve ça génial, et je trouve ça beaucoup mieux, tu vois. Donc bon.
Voilà. C'est vrai qu'on partait de très loin. C'est vrai qu'on a fait une très bonne émission sur Bright. Je vous conseille de la réécouter. Avant de se quitter, chers amis, on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations dans le registre qui vous siera. On peut rester dans un univers proche d'Annihilation, mais vous savez que vous avez toute liberté dans vos choix. Anaïs, d'ailleurs, tu as profité de cette liberté, je crois. Alors, pleine balle. Je vais vous expliquer ma logique. Annihilation m'a fait penser à The Happening de Shyamalan. Tout à fait. Et j'ai pensé donc à la première fois où j'ai vu ce film qui était au Alamo Drafthouse à Austin. Ouais. Et donc c'est une chaîne de cinéma américaine qui est basée à Austin, mais maintenant il y en a un peu partout aux États-Unis. Donc si vous allez à New York, à San Francisco, à Los Angeles, il y en a un peu partout. Et c'est une chaîne de cinéma indépendante où en fait on peut boire et manger pendant les films. Donc c'est génial parce que ça rassemble tous mes amours dans la vie. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout dérangeant que les gens mangent pendant le film. Bizarrement, j'étais un peu craintive avant d'y aller et en fait, on le sent pas du tout, quoi. Et c'est une chaîne de cinéma qui est vraiment, en fait, je sais pas, c'est un rêve humide de cinéphile, quoi. C'est vraiment les tapis de tous les cinémas. C'est genre le tapis de The Shining. Il y a plein d'événements spéciaux et donc notamment The Happening. Je l'avais vu, en fait, on pouvait envoyer nos blagues par texto et elles apparaissaient à l'écran à côté du film parce que c'est un film dont on peut se moquer très facilement. David Honora serait là, j'en profite. J'en profite parce que je sais qu'il est pas là, donc je peux tracher The Happening. Ils vont faire des projections où c'est un film tellement culte qu'en fait tout le monde est invité à hurler les répliques les plus cultes pendant la projection. Il y a des projections de Magic Mike où ils distribuent des billets au début de la séance pour qu'on puisse jeter les billets sur l'écran pendant les scènes de striptease. Il y a des $5 milkshakes comme dans Pulp Fiction. Il y a vraiment en fait tout du début jusqu'à la fin est construit pour vraiment faire kiffer les cinéphiles. J'avais vu aussi Fight Club avec une troupe de comédiens qui faisaient en fait un stand-up, qui se moquaient du film à l'oral pendant qu'on regardait le film. C'est vraiment une chaîne de cinéma incroyable. Et si un jour vous allez aux États-Unis, vraiment allez au Alamo Drafthouse. La bouffe est bonne, les films sont bien, l'équipe est géniale et c'est vraiment un super moment. Voilà, c'était la reco la plus éloignée possible que tu mais c'est une super reco. C'est une super reco. Voilà, moi qui en avais pas préparé du tout, ça c'est une super reco. Donc moi je vais fermer ma gueule, je vais dire 2 mots en 3 secondes. Non mais j'ai parlé. Tu en es incapable. Si j'ai parlé. Non mais je veux justement pas griller. J'ai parlé vite fait de Never Let Me Go. Tout à fait. Si vous n'avez jamais vu ce film, réalisé par Mark Romanek, écrit par Garland et avec des actrices géniales dedans, mais Karen Mulligan, voilà. C'est vraiment une petite perle qui est peu connue et que je vous intime vraiment de découvrir. D'accord, très bien. C'est bien, effectivement, tu as réussi à dire... J'ai réussi à dire un truc, tu vois. Je suis assez étonné, je suis assez admiratif. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci à Quentin à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.